Balado Polysécure, épisode spécial PME. Je suis accompagné de Claude. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Nicolas? Ça va bien aussi. T'es un peu nerveux, fait que ça va être drôle, mais c'est moi qui devrais être plus nerveux parce que cette fois, si on inverse les rôles, c'est moi qui subis les questions et c'est toi qui vas devenir le poseur de questions. De ton entourage, tu es beaucoup en contact avec des PME. Tu as la chance ou la malchance d'avoir des questions régulièrement sur le sujet. Et j'ai cru bon de faire du podcast comme tribune justement pour que tu puisses relayer ces questions-là et moi essayer de répondre de façon le plus humain normal possible pour aider justement à véhiculer ce message-là. Fait qu'on va commencer par les PME et l'IA. Oui. Dans le fond, pour continuer ta mise en situation, souvent les gens m'abordent et me disent on écoute, parce que je relaye souvent tes podcasts, puis souvent ils me disent oui, c'est très beau ce que vous dites, mais on comprend pas ce que vous dites. Ça fait que j'ai essayé de ramasser les questions qui m'étaient posées le plus souvent. Et dans le fond, Nicolas n'est pas au courant des questions. C'est peut-être que des questions, vous allez dire pourquoi il pose cette question-là? Parce qu'au final, la finalité, c'est que ça m'a déjà été posé. Ça fait que c'est ça. Mais dans le fond, j'aimerais ça, Nicolas, que tu nous parles. C'est quoi l'intelligence artificielle réellement? L'IA, c'est quoi ça, cette bébite-là? C'est une drôle de bébite. Avec l'émergence de ChatGPT, notamment, là, les gens ont un intérêt grandissant pour ça. Donc, voient un peu que ça fait un peu comme de la magie à bien des égards. Quand dans les faits, ce n'est comme n'importe quel autre programme informatique. Ça prend quelque chose qu'on lui donne, ça le transforme et ça donne d'autres choses. Même si dans le cas-ci, ça donne l'impression d'avoir fait un peu de magie, c'est-à-dire on lui pose une question et ça répond de l'autre côté, il demeure que c'est encore un programme informatique standard comme les autres, mais qui fonctionne d'une façon différente et qui nous donne l'illusion d'une certaine intelligence, comme dans l'intelligence artificielle, mais il n'y a rien d'intelligent dedans, c'est juste un autre programme comme on est habitué d'avoir. Puis souvent, les gens me disent, mais on parle de l'IA générative. C'est quoi la différence versus, y a-t-il d'autres IA qui existent? Oui, il y a plusieurs autres IA qui existent. Puis d'ailleurs, l'émergence de l'IA générative qui a été popularisée par ChatGPT et justement a suscité un grand intérêt à ce que l'intelligence artificielle peut être. C'est un sous-ensemble de l'ensemble du regroupement de tout ce que l'intelligence artificielle est. Normalement, une intelligence artificielle va plus être, comme on le voit, je dirais classique maintenant, et non générative. C'est un algorithme statistique qui permet de se donner des réponses, des probabilités par rapport à un événement X. Dans ce cas-ci, on a utilisé l'intelligence artificielle avec une certaine sauce plus humaine, qui est généralement qu'on va mettre sur le nom des grands modèles de langage ou les transformations, qui permet justement la magie de ça. C'est que c'est le même algorithme qui est entraîné, mais là, sur des grandes données, des grands textes, beaucoup de textes qui ont été produits par des humains pour réussir à imiter l'humain à travers les algorithmes qui ont été développés. Ça fait que, dans le fond, tu m'as spoilé mon autre question. Dans le fond, l'IA ne pense pas par elle-même. Dans le fond, c'est une probabilité. Effectivement, il n'y a aucune réflexion en arrière de ça. Puis c'est un peu ce qui trompe les gens parce que comme ça a l'impression d'avoir une interaction réelle comme avec un autre humain, ça peut nous donner l'impression qu'il y a une forme d'intelligence, une certaine volonté ou une certaine forme de chose en arrière de ça. Quand dans les faits, ça n'en a aucune. Ce n'est qu'une machine, c'est froid et ça n'a aucune émotion, ça n'a aucune volonté, ça n'a absolument rien. Si on ne lui donne rien, il ne se passera rien. Comme n'importe quel autre programme informatique, si on ne lui donne rien, il ne se passe rien. Dans le fond, quelle est la place de l'IA générative comme ChatGPT dans l'écosystème d'une PME? Y a-t-il un créneau pour cette... Ça dépend des secteurs des PME. Tout dépend de l'élément principal de ce que la PME fait. L'IA générative peut être un élément intéressant dans le fond d'interaction avec d'autres humains ou de discussion qu'ils peuvent avoir avec ce genre de choses-là. C'est un excellent communicateur. Il faut faire attention parce que maintenant, c'est plus popularisé, mais les hallucinations sont maintenant un fait connu. C'est dangereux parce que l'intelligence artificielle peut inventer des réponses, donc ça va être prudent, mais ça peut servir justement à alléger un peu tout ce qui est contact ou première ligne de discussion avec d'autres humains et ensuite diriger vers une personne. Autrement, on va aller favoriser des algorithmes d'intelligence artificielle spécialisés qui sont faits pour
répondre à des besoins spécifiques des PME. Donc, dans ce cas-là, d'embaucher des personnes spécialisées dans ce domaine-là, en intelligence artificielle, ils vont être capables de sortir des algorithmes, développer des algorithmes qui sont spécifiques à ces industries-là, qui sont capables de fonctionner pour répondre à un besoin, s'ils ont besoin d'analyse, ils ont besoin d'éléments qui leur sont spécifiques. J'ai l'exemple de la Commission scolaire Val-de-Serre, début des années 2000, on l'a entendu, 2020, excusez, on l'a entendu parler parce qu'ils ont eu un jugement défavorable de la part de la Commission d'accès, mais ça a été démontré, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné un modèle non génératif pour détecter les problèmes de décrochage chez les étudiants. Et ce modèle-là est utilisé pour prévenir et donc détecter d'avance ce genre de choses. Donc, dans le même esprit, vous pouvez embaucher une firme spécialisée qui va être capable de vous développer un algorithme pour vous autres, qui va être capable de vous aider à améliorer vos moyens de production pour aller plus loin. Et ce n'est pas de l'IA génératif. Et puis, je vais faire une autre distinction entre de l'IA comme classique et de l'IA génératif. L'IA générative, c'est juste un généraliste. Et l'IA classique est un spécialiste. Donc, va être capable d'adresser des problèmes très spécifiques qui sont spécifiques à chaque PME, contrairement à l'autre. C'est juste comme quelqu'un qui connaît un peu tout, mais pas vraiment tout en profondeur. Ah, c'est bien. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Dans le fond, j'ai une question au niveau de l'IA gratuit. Et c'est-tu sécuritaire pour une PME utiliser Ben, la réponse, puis là, je vais faire un croche sur le vocabulaire. Sécuritaire, c'est peut-être pas le bon mot spécifique, c'est plus confidentiel. Ah oui. On mélange un peu les deux, puis dans le langage courant, c'est normal parce les gens ne sont pas spécialisés. Mais c'est important de savoir que c'est la confidentialité qui est mise en jeu, c'est-à-dire que les données qu'on transmet à l'intelligence artificielle générative qu'on consomme sur Internet, c'est comme déposer du texte dans Facebook. Donc, c'est à peu près le même niveau de confidentialité, donc pratiquement pas dans ce qui est contexte des IA gratuits. Même les payants, il y a un certain seuil où les informations peuvent être conservées et utilisées. Il faut savoir que ces IA-là, pour la majorité, sont situés aux États-Unis. Il y en a un connu, Mistral, qui est en France, et il y en a un autre, DeepSeek, qui est en Chine, qui est connu. Ceux-là réagissent aux législations locales. Donc, en Chine, le gouvernement chinois voit tout ce qu'on lui envoie. Donc, si vous posez des questions à DeepSeek, toutes les informations sont connues. Donc, si vous mettez des secrets industriels, la Chine est au courant de vos secrets industriels. Celui de Mistral, il est en France. Ils ont des règles beaucoup plus sévères au niveau de la protection des données. Donc, il est moins probable que Mistral réutilise vos données. Mais encore là, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc vos données que vous transmettez, si vous donnez des données confidentielles, des données clients, peu importe à ces moteurs-là gratuits, bien, vous contribuez à donner ces informations-là à un tiers parti qui les utilise pour entraîner les modèles, pour du renseignement stratégique ou d'autres informations qui peuvent venir. Est-ce qu'une PME qui aurait par mes connaissances, envoyer des informations au niveau mettons, ChatGPT, parce que tout le monde en parle, tout le monde l'utilise. Est-ce qu'il est possible pour elle de récupérer, de dire on ne pas utiliser ces données? Quand on parle toujours de la version gratuite. Oui, naturellement. Ça devient difficile de faire ce genre de choses-là parce que ce n'est pas dans l'intérêt de ces entreprises-là de retourner l'information. On peut effacer les données jusqu'à une certaine marge, mais encore là, il faut voir les contrats qui sont spécifiques. Puis le contrat de ChatGPT, OpenAI, je ne sais pas s'il permet ce genre de choses-là, où il autorise, où ils vont être capables d'agir. Encore là, on revient sur une compagnie américaine qui est soumise aux lois américaines. Donc, si les lois ne le forcent pas, ils ne sont donc pas obligés de faire ce genre de choses-là à ce moment-là. Puis c'est ça, c'est important de savoir la localisation de la compagnie qui possède le modèle. Dans le fond, vu qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, l'IA gratuit et l'IA payante pour une PME, est-ce que ça va régler ce type de désavantage de ne pas leur donner? Partiellement, puisque tous les contrats, toutes les enveloppes ou les contrats, on parlait de Copilot, ChatGPT, Gemini, et ainsi de suite, quand ils sont dans un contexte payant, dans les clauses contractuelles, on protège les données confidentielles, donc ils confirment que la compagnie ne réutilisera pas les données pour d'autres choses que pour répondre spécifiquement à la question qui lui est posée. Donc, il y a un certain degré d'assurance que la compagnie ne réutilisera pas. Par ailleurs, on revient toujours sur le fait de la localisation et c'est tout frais au moment où on enregistre. La Cour américaine force ChatGPT, OpenAI, de conserver tous les communications qui sont faites avec, même celles qui sont effacées.
Donc, dans ce contexte-ci, on n'a aucun moyen légal pour faire effacer les conversations qu'on a avec ChatGPT parce que la Cour américaine oblige OpenAI à conserver les choses. Donc, encore là, on revient toujours sur le fait, c'est aux États-Unis, on est soumis aux règles américaines qui sont parfois différentes de ce qu'on est habitué de vivre au Canada, par exemple, ou en France pour les auditeurs ou en Europe pour les auditeurs européens. Là. OK, c'est bien. Dans le fond, mettons qu'une PME, on sait qu'un PME trouve des spécialistes en cybersécurité, c'est plus compliqué. Est-ce que peut se servir de ChatGPT pour dire c'est quoi les meilleures pratiques, c'est avoir une base de cybersécurité? Je devine ta réponse, mais je vais te laisser dire. C'est oui et non. Puisqu'il y a toujours un danger d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle générative dans des domaines où on a zéro connaissance. Parce qu'on ne sait pas à quel moment celle-ci va halluciner et donc va nous donner des informations fortes. Il y a beaucoup de choses qui ont parti dans les médias où c'est drôle parce qu'ils aident à ajouter de la roche dans des recettes ou des choses comme ça qui nous sont évidentes. Donc, c'est très drôle de voir des éléments comme ça qui sont mentionnés quand l'intelligence artificielle dérape. Puis, on ne sait jamais quand elle dérape. Puis, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a été capable de dire à quel moment l'intelligence artificielle dérape. Et c'est juste d'ailleurs un énorme problème parce qu'on n'est pas là de savoir. Quand vous ne connaissez absolument rien dans un domaine, vaut mieux avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu pour vous aider à poser ces questions-là, parce qu'il y a quand même une validité de le faire et d'aller plus loin avec ça, et justement être capable de discerner quand ça hallucine. Puis l'exemple que je donne souvent quand on me pose la question, les questions médicales, je ne poserai jamais ça à OpenAI, à ChatGPT, parce que je ne sais pas à quel moment les conseils qu'il va me donner peuvent être dangereux pour ma vie, parce que je n'ai pas d'études en médecine, donc je ne serais pas capable de détecter quelque chose ou une médication qui est nocive pour moi, par exemple, c'est qu'un médecin ou un pharmacien serait à mieux de détecter ce genre de choses. Là, ça, il faut rajouter aussi les nouvelles façons d'utiliser comme Perplexité et les autres. Perplexité l'a popularisé et maintenant sont disponibles dans toutes les autres. Les engins, la capacité de faire des recherches sur le web à travers l'intelligence artificielle, et là, ils donnent des sources. À ce moment-là, c'est des outils un peu supérieurs. Donc, si vous n'êtes vraiment pas outillé, vous n'avez pas de capacité, pas de connaissances, vous êtes un peu mal pris. En utilisant des outils qui font des recherches sur le web, vous êtes déjà capable d'aller chercher des conseils et au minimum, ils vont vous donner les références des sites qui ont été utilisés pour aller chercher l'information. Avertissement, allez consulter les sites qui sont dans la référence parce que parfois, même là aussi, ils peuvent halluciner. Donc, il faut s'assurer que la source d'information qu'ils donnent est bonne et donc corrobore de façon effective les informations qui sont données. Fait que c'est toujours un peu, mais dans certains cas, ça peut être aussi valide que de poser une question à son beau-frère qui a peu de connaissances et qui pense que tout connaître. Là. Fait que il faut faire attention quand même un peu. Mais dans le fond, si on pose une question à l'IA gratuite versus une IA payante au niveau de la cybersécurité, j'ai-tu une plus-value d'utiliser une version payante ou le reste? Il n'y a pas en termes il n'y a pas de différence réelle sur laquelle le moteur, parce que c'est le même moteur dans souvent des cas qui vont utiliser un et l'autre. Donc, il n'est pas un moteur diminué qui va répondre si tu prends le gratuit. Par ailleurs, le gratuit, il va avoir des limitations au niveau du nombre de questions que tu peux lui poser, la longueur des questions que tu vas poser. Fait que c'est plus dans ce type-là que les limitations vont être faites. Et dans la version gratuite, ils se donnent le droit de réutiliser le contenu qu'on leur envoie. Fait que si vous en avez encore là, on revient. Si vous déposez des informations confidentielles dans la version gratuite, tous ceux qui offrent ce genre de services-là se donnent le droit de réutiliser ces données-là pour entraîner le modèle, donc éventuellement que vos informations se retrouvent dans le grand modèle, donc que ces données soient ailleurs ou à d'autres fins s'ils veulent bien. Dans le fond, y a-t-il des erreurs courantes que l'IA peut faire de facto parce que, mettons, je pense que tu consommes de l'IA parce que tu en parles souvent dans ton podcast, puis je te connais assez pour savoir que tu l'utilises. Mais dans le fond, est-ce que il y a des erreurs de facto que l'IA peut faire? Maintenant, moins. Ils mettent beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de limiter ce genre de choses-là. Les hallucinations ne sont pas encore capables de vraiment les arrêter. C'est mieux que ça l'a déjà été. Mais encore là, je reviens. Si vous posez des questions dans un domaine que vous avez zéro connaissance, et tu l'as fait, mais des choses un peu plus drôles, on voit rapidement qu'il va commencer à donner des solutions qui ne tiennent pas la route. Toi, ton exemple, c'est de marcher sur la Lune. Mm-hmm. Marcher sur la Lune, il va te proposer de marcher sans casque.
Ce qui fait aucun sens parce qu'il n'est pas capable de raisonner. Quand on revient au fait, est-ce qu'il est capable? Il n'est pas capable de raisonner. Puis c'est d'autant plus, puis ça, c'est encore plus capoté, quand les modèles comme DeepSeek qui ont popularisé ça, les modèles réflectifs qu'ils appellent, quand on le voit, son chemin de réflexion, on a l'impression qu'il réfléchit vraiment. Quand dans les faits, il ne réfléchit pas plus, il fait juste réutiliser sur sa modèle sur lui-même, donc de se parler à lui-même. Fait que ça vaut aussi bon que ce genre de choses-là. À l'heure actuelle, non, il n'y a pas de choses qui est facile à détecter, sont assez sophistiquées maintenant que les erreurs qu'ils font sont des erreurs d'experts. Donc, si on n'est pas un expert, on ne sera pas capable de voir les erreurs, à quelques exceptions près, où des fois, il part vraiment sur une balloune, mais c'est plutôt rare maintenant qu'il part sur des ballons faciles à détecter. Dans le fond, c'est ça. Mais tu réponds à plusieurs questions que je m'étais préparées. Peut-on faire, dans le fond, on ne peut pas faire confiance aux résultats de l'IA sans vérification humaine? Effectivement, il faut absolument. L'étape de vérification humaine est essentielle dans l'usage de l'intelligence artificielle générative. De par le fonctionnement de ce que c'est. On voit beaucoup de cas dans les médias, dans l'usage professionnel de ce genre de choses-là, où les gens décident de ne pas vérifier. À Québec, on a eu le cas du festival d'été qui a été pointé du doigt parce que sa firme de communication a utilisé l'intelligence générative pour la génération des images. Et l'erreur, c'est pas, puis je suis vraiment pour l'usage de ces technologies-là. L'erreur, c'est qu'ils n'ont pas vérifié avant de l'utiliser de façon en production, là, pour des termes plus ça dans le monde réel. Donc, c'est très, très important de toujours vérifier que ce soit des images que je fais générer, que ce soit n'importe quel contenu que vous faites générer par l'intelligence artificielle générative, que ce soit révisé par un humain. Ça accélère la qualité du travail, ça accélère beaucoup de choses. Mais dans l'absolu, il faut toujours qu'un humain soit dans le processus pour intercepter s'il y a des erreurs, et il peut en faire à tout moment, puis de façon très subtile des fois. Ça a l'air très convaincant, ce qu'il dit, et pourtant, c'est complètement des choses qui sont fausses. Fait qu'il faut toujours s'assurer de contrôler à la fin. Je me souviens, au début, on demandait, mettons, une création d'une image, d'un personnage, puis souvent, il y avait peut-être 6 ou 7 doigts. Je ne sais pas si ça se reproduit, je n'ai pas retenté l'expérience. Les mains sont encore un problème. D'ailleurs, le cas du festival d'été de Québec, c'est justement ça, parce que ça a été vu, parce que la main, il manquait un doigt. C'est pour ça que les gens se sont rendus compte que c'était l'intelligence artificielle qui avait généré l'image, une des images de publicité, parce qu'il manquait un doigt. C'est encore des cas compliqués. C'est encore où les visages, il y a encore des éléments dans les images dans lesquels il y a beaucoup de misère encore à maîtriser. Ça s'améliore tout le temps. Tranquillement, ça tend à disparaître. Mais moi, pour mon usage, si on va prendre des images, j'aime beaucoup l'effet créatif que ça a. Donc, je ne suis pas à la recherche de la perfection. Je suis à la recherche d'un point de vue créatif un peu bizarre, ce que peut amener ce genre de choses-là. Mais dans un contexte où on cherche l'exactitude, non, effectivement, on n'est pas encore dans des états de perfection. Donc, il faut regarder si j'ai des images que je dois m'assurer qu'ils soient plus conformes à la réalité. Je vais compter les doigts. Je vais m'assurer que les choses dans le visage sont bien placées. Je vais m'assurer que les éléments sont conformes à ce que je peux m'attendre. Et je m'attends aux petits détails parce que si on parle le cas spécifique des images, si on regarde de façon large l'image ou la vidéo d'ailleurs, on ne tendra pas à remarquer les petits détails, mais il y a plein de petits défauts qu'il faut remarquer, que les gens vont finir par remarquer. Donc, il faut être très attentif pour assurer le niveau de perfection qu'on désire avoir là, si on va dans ce chemin-là. Dans le fond, y a-t-il une loi qui encadre l'utilisation de l'IA au Québec ou au Canada? Nous n'avons pas de loi de ce type-là, ni au Québec, ni au Canada. Le C27 devait apporter une loi spécifique pour l'intelligence artificielle. C'est mort au feuilleton avec la dissolution du Parlement. Ce qu'on a eu au Canada. Au Québec, on n'a rien de spécifique. Au Canada, au moment où on se parle, en juillet 2025, on a un ministre maintenant de l'intelligence artificielle. Donc, il est probable que cette situation-là se fasse. En Europe, par ailleurs, eux ont des lois qui encadrent l'intelligence artificielle. Certains disent qu'ils sont trop restrictifs, qui empêchent l'innovation. Ça, il y a place à débat de ce côté-là. Et aux États-Unis, au moment où on enregistre, le président américain a essentiellement enlevé toutes les barrières possibles à l'usage de l'intelligence artificielle, là, grosso modo. Donc, on a ces éléments-là. Donc, on est encore un peu dans un état de Far West.
Essayez-le, jouez avec. Et comme tout moyen de production pour les PME, il faut maîtriser l'outil qu'on a dans les mains. Donc, c'est essentiel d'avoir une bonne compréhension, de le tester, d'en tester les limites de ce que ça peut nous apporter. Et ce n'est pas tous les cas ou tous les PME qui ont un besoin d'intelligence générative. Ça peut être un beau jouet ou un beau gadget, mais qui peut-être n'a aucune valeur pour l'entreprise. Donc, vraiment s'assurer de ne pas se faire aveugler par l'illusion, s'assurer que c'est vraiment un bénéfice réel pour nous. Dans le fond, une PME qui voudrait remplacer, mettons, l'infographie via l'IA, pensez-y bien parce qu'il pourrait avoir des erreurs ou des omissions si ce n'est pas bien vérifié. Effectivement, il faut toujours s'assurer comme ça. Il faut toujours mesurer le rapport coût-bénéfice par rapport à ça, comme n'importe quel moyen de production. Donc, ça ne l'ajoute pas nécessairement, même si ça a l'air très, très le fun comme ça, d'en parler et d'utiliser. Bien le tester parce que ça peut ne pas donner les résultats voulus. Puis en termes de génération d'images, comme tu dis, j'ai essayé de remplacer un graphiste pour faire des choses comme ça. Et c'est virtuellement impossible d'obtenir quelque chose d'intéressant par rapport au travail d'un vrai graphiste. Par ailleurs, ça peut servir pour faire des idéations avec le graphiste. Ça peut servir à faire des éléments comme ça. Mais on ne peut pas remplacer le vrai travail du graphiste en arrière de ça. On n'obtiendra jamais quelque chose d'aussi performant. Puis c'est pas une bonne idée de mettre le planning de ses clients là-dedans pour faire une horaire, une affaire d'appel. Par exemple, il faut faire attention, mais à ce moment-là, on peut basculer, puis là, on n'en parlera pas là parce qu'on va peut-être dédier ça, mais à l'usage d'une intelligence artificielle générative locale ou l'usage d'une intelligence artificielle spécifique pour l'entreprise. J'ai fait un peu la différence entre les deux plus tôt. Mais ça, c'est vraiment un sujet en soi, donc on va l'adresser dans un autre podcast. Ça fait le tour de mes questions pour les PME et l'IA. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Nicolas.